en fait, son travail, surtout au début de son travail artistique, va être nourri par la recherche de radicalité, et ceci, il va le faire grâce à la spéculation qui passe notamment par des travaux d'analogie entre mathématiques, musique et architecture. Donc cette pensée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait vraiment de faire un spectacle dionysiaque extrêmement prenant au triple. Enfin, c'est un truc, c'est anti-intellectuel au possible, en fait. Ce que cherche à évoquer Xenakis, c'est en fait tout ce qu'il a marqué dans sa jeunesse, donc les manifestations, le contact de la nature, des vagues, des tempêtes, etc. Donc, dans ce texte, par exemple, il parle des phénomènes lumineux naturels qu'il cherche à retranscrire, ou en tout cas duquel il s'inspire, donc la foudre, nuages, feu, mer étincelante, etc. Alors une autre analogie que fait Xenakis, toujours dans Métastasis d'ailleurs, c'est donc ces fameuses surfaces réglées dont on entend souvent parler, hein. Dès que vous vous intéressez à Xenakis, c'est souvent le premier exemple que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'il va faire des paraboloïdes hyperboliques dans Métastasis, que vous voyez à gauche là, c'est un extrait de la partition d'un autre moment qu'on n'a pas entendu. Et ce principe-là, il va l'utiliser d'une manière analogue dans le pavillon Philips, qui sera entièrement de sa conception, hein, bien que dans le cabinet de Le Corbusier, et qui sera généré avec des principes similaires. Il travaille avec des masses sonores, donc il utilise d'autres formules à ces endroits pour gérer ces masses-là, mais c'est toujours un peu le même principe, c'est dessiner les grands contours, choisir voilà, les contours des masses sonores, et puis régler l'intérieur grâce à des probabilités. La préoccupation de l'espace est absolument fondamentale dans d'autres œuvres. Ici, il y a deux exemples. Donc, il y a Persepassa, qui est une œuvre pour 6 percussionnistes qui sont disposés en hexagone autour du public. Et il va tirer parti de cette disposition pour créer des effets cinétiques. Donc, par exemple, des effets de tourbillon, des effets d'aller-retour, de ping-pong, des choses comme ça, qui sont vraiment qui sont pensés dès le départ dans la partition. C'est pas c'est pas rajouté après, ça fait partie de l'écriture musicale. De même à droite, on a la page de garde de Teret Hector qui donne en fait la répartition de l'orchestre au sein du public. Donc chaque membre du public a une version différente de l'œuvre, parce qu'il n'est pas, si vous êtes à côté du trombone ou du violoncelle, c'est pas pareil. Et il y a bien évidemment là aussi des jeux d'aller-retour, de correspondance entre les différents types d'instruments. Voilà. On a retrouvé des bandes qui permettaient de refaire la partition de Flash pour le polytope de Cluny. C'est pour ça qu'on va pouvoir le refaire à l'IRCAM. Pour le polytope de Cluny, c'est des sons concrets. Il avait par manque de temps, il a en gros recyclé une œuvre précédente. Tandis que pour le diatope, c'est un mélange de sons concrets et de sons de synthèse. Là, il a eu plus de temps pour écrire ça. Et il veut définir un nouveau type de spectacle qui se situe au-delà du concert, au-delà du cinéma, etc. Donc quelque chose qu'il appelle une expression pan-musicale, c'est-à-dire qui passe au-delà de la musique. Le polytope de Mycène, par exemple, qui marque le retour de Xenakis après la dictature des colonels. Il a été pardonné, il a pu rentrer en Grèce. Et donc il a organisé un énorme spectacle de 4 heures, il me semble, dans lequel il y avait plusieurs de ses œuvres qui étaient jouées. Il y avait de la diffusion de sons électroniques partout sur le site antique de Mycène, qui date d'avant l'Antiquité grecque qu'on connaît. Donc Mycène, c'est entre moins 2000 et moins 1500, si je ne me trompe pas. Et donc il fait appel à des moyens techniques un peu avancés, comme des canons de la DCA qui permettent d'illuminer tout le site avec des rayons balayants, et également des choses un peu plus
qui sont moins aux technologies, on va dire, par exemple des processions d'enfants qui portent des torches ou de bergers qui guident des troupeaux de chèvres qui portent également des lampes, qui permettent de faire des sortes de filaments lumineux qui révèlent et mettent en valeur le site antique et la nature environnante, donc les monts qui les entourent, etc. Donc voilà, c'est son utopie, c'est de réaliser une nouvelle, ce qu'il appelle une nouvelle réalisation en fait, qui serait la fusion de l'art et de la science, dans une sorte de nouvelle discipline. Enfin, dans les derniers projets pour transformer l'homme, on peut mentionner l'UPIC, qui était un peu l'outil dont il a rêvé dès le début où il a commencé à composer, donc sur son papier millimétré. Il s'agit en fait d'une grande table à dessin sur laquelle on peut dessiner avec un stylet et les informations sont récupérées par un ordinateur et permettent de synthétiser en temps réel la partition qui est écrite. Donc ça, c'est un outil qu'il a utilisé lui pour composer. D'autres compositeurs s'en sont servis également. Et puis surtout, en fait, il souhaitait le mettre à disposition du plus grand nombre, notamment des enfants et dans les conservatoires, pour essayer de changer la manière dont on appréhende la musique et de libérer un peu l'écriture musicale de ses contraintes, de son bagage culturel européen qu'on enseigne encore aujourd'hui au conservatoire. Ruled surfaces were completely new at that time in architecture. For instance, a hyperboloid rotation by rotation is or a cone is a ruled surface. That means that a line, it produces, by its movement, produces the shape, the surface in space. But there are other more interesting shapes than that, like the hyperbolic paraboloids, for instance. And this is what I especially used in producing the shape of the Philips Pavilion. And that was a mixture because I did metastasis first, and then I went to architecture. The ideas of metastasis gave me the ideas how perhaps to find the solution in architecture. So there is a connection always when you have, and I think that the best way to produce civilized people, cultural people, is to have several jobs, not just one. For instance, I hate to be just a musician. I should have liked to be also an architect and also some other thing, perhaps. Why not a mathematician? Maybe it's too late for a mathematician. Yeah. I think it's very important because one domain is reflecting on the other one and enriches man, not like this as it is today, only one field and that's all. I don't speak about you because you are much more liberal in that domain. Là maintenant.
train de travailler. On a aussi une animation qu'on a faite voit, qui réagit à la lumière, au son, pardon, excusez-moi. C'est un peu vous qui allez déterminer la forme parce qu'on n'a pas vraiment d'autres... Enfin, on va vous laisser libre dans votre création. Du coup, moi, je vais juste vous présenter une des possibilités qui s'offre à vous. C'est d'utiliser en fait un microprocesseur qu'on appelle Arduino. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est très utilisé dans l'éducation. Et en gros, c'est l'ancêtre un peu de l'ordinateur, on va dire. Et du coup, ça permet... Là, ça a l'air un peu compliqué, mais justement, c'est pour vous perdre un peu. Mais en gros, il y a des entrées et des sorties. Et tout ça, c'est relié avec un câble USB à mon ordinateur. Ça peut fonctionner aussi tout seul. Mais c'est comme un peu cet objet, qui est un clavier, et qui en fait, quand vous appuyez sur des touches, ça envoie des informations à l'ordinateur. C'est comme vos oreilles ou vos doigts, etc. Et ben là, c'est pareil, sauf que du coup, on branche des... Là, c'est des capteurs, par exemple. Donc, il y a des télémètres qui mesurent des distances. Il y a quelque chose là qu'on a bidouillé pour faire une boîte l'année dernière, je pense. Ça mesure la lumière, en fait. La luminosité ambiante. Il y a un détecteur de mouvement, comme quand vous allez dans des toilettes au bar ou quoi, qui s'allume seulement quand vous entrez. Là, je vais pas tout brancher, mais il y a ça, c'est un capteur d'inclinaison avec une petite bille à l'intérieur. Donc, si vous faites genre une manette ou une balance, ben, dès que ça va pencher d'un côté, ça va se mettre en route.
Une forme concave, elle va focaliser les sons. Vous avez un foyer, c'est-à-dire que les sons se retrouvent tous au centre. D'accord? Et là, c'est incroyable. Aujourd'hui, là, on est en train de la rénover, là, la géode, donc on l'a vidée, et c'est incroyable. Vous chuchotez à un endroit, et au centre, vous avez l'impression qu'il y a 15 personnes qui vous crient aux oreilles. Parce que tous les sons se réfléchissent en un point qui est au centre, au foyer de la... Et donc, pour faire fonctionner une géode, en fait, apparemment, extérieurement, c'est une boule. Intérieurement, il y a un écran qui lui-même en forme de sphère, mais entre les deux, vous avez 2 mètres dans lequel je vais tout casser. Je mets des reliefs, des choses qui cassent la forme sphérique du son. Et malgré ça, il y a quand même un petit effet de focalisation. Donc, quand je travaille avec des architectes, je suis très attentif aux formes données au lieu, parce que ça va induire une certaine réponse des lieux. En fait, l'idée des boîtes, comme Gilles l'avait proposé pour votre atelier, m'est tout de suite venue les formes de présentation que pouvaient se faire, en fait, que se faisaient beaucoup au 19e siècle pour produire des décors. Et souvent, on fabriquait en fait des boîtes dans lesquelles on va mettre en place des espèces de miniatures, de modèles, de petites peintures, etc., pour pouvoir saisir un peu le rapport à la scène, au plan, etc. Donc des choses qui sont totalement liées avec l'architecture. Et il se trouve que j'ai vu cette expo et je me suis rappelé de lui. C'est Eugène Frey, qui est un type assez marrant parce qu'il est peintre, il va faire de la fresque, etc. Souvent à cette époque, on va associer des peintres sur le théâtre, ça se faisait beaucoup. Et lui, il est à un moment un peu phare, puisque il est sur le début du cinéma, le moment où on va recalibrer complètement leur rapport à la scène et au théâtre, où on va réfléchir aussi à des espaces dédiés véritablement à ce type de lieu de la mise en scène. Et donc le fait de repenser même comment fabriquer et produire de la mise en scène. Là, on est au moment donc, de ce qu'on appelle le proto-cinéma, donc on va être avec beaucoup ce qu'on va avoir qui sont les lanternes magiques, ce genre de choses. Donc en fait, c'est l'époque qu'on appelle aussi des fantasmagories, c'est-à-dire de projections lumineuses. Vous imaginez très simplement, comme le vidéoproche fait
aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était extrêmement magique, en fait, on était à l'ordre du merveilleux. Donc on utilisait des procédés avec des lentilles pour pouvoir ensuite projeter des images qui étaient souvent en ombre chinoise, d'où l'idée de fantasmagorie, parce que ce n'était pas encore des images couleurs, on n'utilisait pas encore des systèmes un peu plus sophistiqués en peignant sur des verres. Eugène Frey va être un petit peu à ce carrefour-là, il va amener la technique qu'il avait en peinture vers la technique de la photographie et potentiellement du cinéma aussi. Donc c'est quelqu'un qui va être amené à imaginer des dispositifs de projection sur les espaces scéniques par rétroprojection, avec des surfaces écrans énormes qui étaient derrière les acteurs et par un système donc de projecteurs en fait sur des petites peintures, donc souvent en noir et blanc, souvent des histoires de détails qui ensuite étaient projetées très très grandes en rétroprojection derrière les acteurs. Et ça va faire fureur. Vraiment, ça va être quelque chose qui va amener beaucoup de monde à découvrir cette manière de faire spectacle par ce truchement de la lumière et de la projection d'images. Ils ont invité en fait un artiste à en fait produire une interprétation, une modélisation en fait plus actualisée de cette façon de fabriquer, de projeter l'image au travers d'un écran, etc., ou au travers d'un espace.
au-delà du timbre du piano, qui est un instrument très riche en termes d'harmonique, donc qui est un des timbres les plus riches à disposition, c'est aussi la notion d'espace, de réverbération. Je pense que c'est intéressant pour vous d'essayer de jouer là-dessus aussi dans vos constructions. C'est-à-dire qu'on a la sensation en frappant une corde du piano, comme tout le reste du cordier résonne un petit peu, qu'on a tout de suite mis le son dans une réverb, dans un traitement, alors que c'est pas le cas. Donc on va essayer d'écouter quelques samples. On voit que le son résonne longtemps, ce qui est intéressant aussi en termes de timbre, parce que vous pouvez jouer sur la résonance. Donc là, c'est simplement une corde plus aiguë. Évidemment, vous pouvez jouer aussi sur la tessiture du son. Perso, je trouve ça un peu plus sympa dans les graves. Et pour regarder deux, trois pistes de traitement, il y a des choses basiques mais qui donnent des résultats assez intéressants, comme le fait de mettre le son à l'envers, en reverse. Ça donne ce genre de truc. Alors pour donner un peu de vie à ce son-là, où on sent qu'il y a l'attaque, ensuite toute la résonance, donc on a vu qu'on pouvait le mettre en reverse, il y a d'autres traitements très simples qui vont parfois avoir des rendus assez cool, notamment le fait de si vous voulez, automatiser le volume, donc d'ouvrir le son, de couper le son, et d'ouvrir le son, et de le recouper, mais de manière automatique. Il y a plusieurs manières de faire ça, et ça va du coup donner du rythme, plutôt que d'avoir toujours un son continu. Du coup, on voit bien qu'on commence à déformer un peu la matière. Et en termes de sensation, ou de mise en espace et de ressenti, on transpose un peu la réalité du piano ailleurs. On peut vite se retrouver avec un son d'hélicoptère ou des trucs complètement détournés. Si ensuite on fait une autre action assez simple sur le son qui va être le filtre. Le filtre, c'est un élément très important qui est hyper utilisé, notamment dans la musique électronique. Et vous entendez un truc qui vous chatouille un peu le cerveau, qui fait comme ça, et qui scanne en fait les fréquences. C'est des filtres passe-bas, passe-haut, bande-passe, notch, etc. C'est hyper pratique, c'est une sorte de couteau suisse qui vous permet de découper le son d'un point de vue fréquentiel. Retrancher les graves, retrancher les aigus, les médiums, etc. etc. Donc là, le son est filtré, on a coupé une partie des aigus. Donc forcément, ça va le rendre plus sourd, ça le rend un peu plus lointain et un peu plus mystérieux. Voilà, et à s'amuser comme ça avec le son, on peut rapidement donc vraiment s'éloigner du piano, oublier que c'est un instrument et un phénomène acoustique au départ pour atteindre une sensation de son de synthé ou de quelque chose de vraiment quelque chose qui n'est pas forcément naturel, voire un son anecdotique ou de la musique concrète. Donc on voit justement le potentiel dans le traitement de son à détourner, déformer et puis recomposer une autre réalité. J'ai travaillé avec le transducteur sur une petite boîte en carton. Donc j'ai pris en fait la boîte de l'ampli. Ce qu'on entend dans le fond, c'est la fréquence générée. Donc c'est du bruit blanc qui est filtré.
Et le transducteur est en contact avec la surface du carton, du coup ça agite les particules. Et alors après, pour aller un peu plus loin, parce que ça m'amusait, j'avais envie de travailler sur l'eau, c'est juste une suggestion. Mais le fait d'envoyer aussi du bruit blanc via le transducteur dans une petite barquette en plastique, qui était une boîte de carte de visite, pour tout vous dire, avec un peu de poudre colorée pour qu'on voit un peu mieux, un peu d'éclairage. Et du coup, là, l'eau se retrouve, la surface de l'eau est irisée et elle va réagir aux fréquences, justement.